D'ailleurs, bon, pour revenir sur le cas de Jean-Pierre Girard, celui-ci reconnaissait d'ailleurs rencontrer un certain état de plaisir pratiquement orgasmique lorsqu'il exerçait, je veux dire, un phénomène de psychokinèse récurrente spontanée. Bon, dans ce cas-là, c'est pas le terme de récurrence spontanée n'est pas approprié. On peut se contenter de la psychokinèse. Donc il ressentait un plaisir proche de l'orgasme lorsqu'il procédait à ce genre d'expérience. Ce qui ne fait que confirmer le caractère proche avec le domaine sexuel dans le cas de poltergeist. On peut donc considérer que les phénomènes psychokinétiques de poltergeist jouent également un rôle d'exutoire, c'est-à-dire de pouvoir décharger l'attention. Et on va en venir à l'histoire de cette fameuse volonté de la Vierge dont vous avez vu l'image tout à l'heure, et l'histoire de la Dame Blanche. On va essayer de traiter ça avec un petit peu d'humour. La volonté de la Vierge, tu parles. De quelle Vierge parle-t-on quand on met sa fille dans le même lit que son prétendant? En parlant de Dame Blanche, il faut plutôt y voir le symbole de la pureté virginale, le paradoxe vécu par les habitants et surtout par le couple. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. La volonté de la Vierge, tu parles. Hein. Alors, Roger, surnommé la pipe. C'est vrai que Roger, donc le père adoptif dans le cas d'Arquatripon, c'est bien son prénom, était surnommé la pipe parce qu'il était fumeur de pipe. Et il disposait d'ailleurs de toute une collection de pipes qu'il mettait dans des présentoirs, dans des supports et tout ça, que les gendarmes ont vu effectivement bouger, apparemment toutes seules. La manifestation de type poltergeist est clairement en rapport avec les préoccupations de l'épicentre supposé, parce que, eh bien, Éric Barbet, lui, ne comprenait pas vraiment les choses sous le même angle, il ne parlait pas tout à fait du même type de pipe. On pourrait multiplier les exemples si vous n'êtes pas convaincu du rapport avec le domaine sexuel. Le pot au lait, le lait c'est un symbole maternel, c'est un symbole maternel, le sein maternel, le lait maternel. Le trou dans le lit, ben, ça se passe dans la chambre du couple. C'est là aussi où il y a eu une matérialisation, dématérialisation supposée. En tout cas, la lampe de chevet, bon, on va la laisser tranquille, on va simplement dire qu'elle fait partie de la chambre et que donc elle était concernée. Pour l'exemple du téléphone sur lequel je vous avais dit qu'on allait revenir, c'était celui qui se lançait justement du frigo et qui tombait. Mais le téléphone, c'est un moyen de communication dont disposait Nathalie, qui avait effectivement des prétendants. Et je ne dis pas pour autant qu'elle trompait Eric, mais elle pouvait tout simplement entretenir des relations verbales en parlant avec l'un ou avec l'autre, sans aller plus loin, au téléphone, où soit elle téléphonait, soit on lui téléphonait, mais Eric, lui, il voyait chaque fois ce manège. Elle qui était au téléphone et qui parlait avec Pierre-Paul et Jacques, dans le cas présent, on sait même qu'il s'agissait d'un Yves. Et bon, il en avait complètement ras-le-bol, de sorte qu'il a pris en horreur ce téléphone, et que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles ce téléphone est parti d'un mouvement vraiment tout à fait inhabituel. Comme on atteste l'abondante documentation sur le sujet et l'avis des psychanalystes, la sexualité joue donc un rôle prépondérant dans le cas de poltergeist, une condition de plus à ajouter à la configuration de ces gens de la ville de V. Attention, il est important ici de faire une distinction parce que, donc, si la composante sexuelle entre effectivement, donc, généralement, dans les cas de poltergeist, ce n'est pas non plus une condition absolument indispensable, sine qua non. Il est vrai que, on rencontre donc ça souvent dans les cas de poltergeist, peut-être simplement parce que l'instinct sexuel est très développé chez l'homme, au même titre que chez pratiquement tous les animaux, mais on peut très bien se passer de cette composante sexuelle. Vous avez remarqué, dans le cas du désaccord entre Jung et Freud, il n'y avait strictement rien de sexuel, ça n'a pas empêché le déroulement d'un phénomène donc, de poltergeist. Tout simplement parce qu'il y avait un phénomène catalytique d'extériorisation. Il faut que les gens puissent extérioriser donc leurs tensions internes qui peuvent, entre autres, être de nature sexuelle. Mais c'est insuffisant pour expliquer le phénomène de poltergeist, car si tous les troubles du sommeil, les problèmes sexuels, les problèmes émotionnels devaient en provoquer, il est évident qu'on en rencontrerait pratiquement partout, on serait submergé d'appels, on ne ferait plus que ça, et évidemment, ce n'est pas le cas. Donc il faut qu'il y ait autre chose, il doit y avoir autre chose dans l'explication pour pouvoir en venir à bout. Si on veut jusqu'ici, on voit que les requérants ont l'essence pour faire rouler la voiture, mais qui n'ont pas le moteur.
Alors ce moteur, il va falloir le trouver. Le terrain est favorable, on le sait, on a, sans vouloir, un champ morphique ou un champ morphogénétique, ou encore un champ de force. Bon, ça c'est référence à Rupert Sheldrake, c'est-à-dire un terrain qui est favorable et qui est composé d'énergie, mais pas de matière. Bon, ça c'est la définition du champ morphique. Il y a un problème à ce champ morphique, c'est qu'il n'est pas connu scientifiquement. Et ça c'est embêtant. C'est embêtant a priori, puisque les scientifiques ne nous suivent pas sur ce plan. Eh bien, on va s'en passer, puisqu'il suffit en fait d'un vortex. Et un vortex, eh bien, ce vortex est reconnu scientifiquement pour la bonne raison qu'en plus, il y en a partout. On peut en trouver partout. Il y en a ici dans la maison. Euh, Par exemple, ben, ça, il n'y en a pas dans la maison, et fort heureusement d'ailleurs, une tornade, c'est un vortex. Quand vous tirez la chasse du WC, vous créez un vortex. Ça y en a. C'est-à-dire qu'en fait, un vortex, c'est tout simplement un tourbillon dont le mouvement crée de l'énergie. Bon, Par exemple, quand tu retires le bouchon d'un évier ou de ta baignoire, aussi, ça oui, fait exactement le même. aussi. Mais un GSM provoque aussi un vortex. Donc au niveau des ondes, au niveau magnétisme, etc. Donc, quand je dis c'est tout à propos du vortex, ce qui est quand même important de savoir, c'est que le vortex existe, mais qu'il ne faut surtout pas se le représenter comme on le fait, je crois, dans le film d'Amityville, où on voit le plancher qui s'ouvre avec un gigantesque trou, où ça tourne dans le noir avec des monstres qui apparaissent, et tout ça. Un vortex, c'est pas ça du tout, ça peut être beaucoup plus simple, c'est surtout un phénomène tout à fait naturel et existant. Alors, faut-il le dire, nous avons bel et bien détecté un vortex dans la maison de V. Mais, d'autre part, je suis bien obligé de répondre à la question comment avez-vous détecté le vortex en question par une réponse qui va susciter des objections sur le plan scientifique. Il s'agit donc de mesures pseudo-scientifiques, de considérations par rapport au nœud de maille des différents réseaux, etc., et de l'utilisation également de baguettes allemandes. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec les désaccords qui vont être formulés par rapport à cette détection, mais à cela, je dois bien également opposer un fait, c'est que, comme j'aurai l'occasion de le démontrer tout à l'heure avec les baguettes allemandes, c'est que, ben, eh bien, en pratique, ça fonctionne. Concrètement, sur le terrain, ça fonctionne. Là, je ne peux pas dire le contraire, on l'a constaté par nous-mêmes, on l'a fait par nous-mêmes, sur base donc des instructions qui nous avaient été données donc par une personne, je dirais, bon, type sourcier, etc. Nous ne voulions pas nous-mêmes croire à ce genre de choses dans l'optique scientifique, mais encore une fois, sur le terrain, ça fonctionne. Aussi, pourquoi s'inquiéter outre mesure à propos de la détection de ce vortex quand on sait qu'il s'agit d'un élément dont la nature est avérée et qui existe au niveau naturel. Le vortex permet le développement d'un psychoplasme. Bien. Alors là, on en vient à ce fameux psychoplasme, mais qu'est-ce que c'est qu'un psychoplasme? Eh bien, vous voyez deux ensembles, deux diagrammes de Venn, pour utiliser le terme mathématique, avec une intersection pour expliquer que ça appartient à la fois à un ensemble et à la fois à l'autre. Donc c'est un ensemble qui est composé à la fois de l'âme, psycho en grec, psyché plus exactement, et de plasma. Seulement, on n'est pas au bout de nos problèmes au niveau scientifique, parce que la science admet l'existence du plasma. Le plasma existe dans tout l'univers à raison d'environ 99%. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Il s'agit simplement d'un état particulier de la matière, c'est-à-dire qu'on connaît l'état solide, liquide, gazeux, il en existe un quatrième, c'est le plasma. Et ce plasma présente des propriétés physiques très différentes de celles de la physique traditionnelle, notamment au niveau quantique. Alors ici, pour étayer ce que j'avance, je vais me permettre de lire l'article qui figure dans Wikipédia et dont vous aurez la référence ici en dessous. Les plasmas sont extrêmement répandus dans l'univers puisqu'ils représentent plus de 99% de la matière ordinaire. Ça se trouve au chapitre exemple. Toutefois, ils passent presque inaperçus dans notre environnement proche, étant donné leurs conditions d'apparition très éloignées des conditions de température et de pression de l'atmosphère terrestre. Ainsi, on distingue les plasmas naturels, le plasma astrophysique, les étoiles nébuleuses gazeuses, quasars, pulsars, les aurores boréales, la foudre, l'ionosphère, le vent solaire,
la queue des comètes, la traînée des étoiles filantes, le cœur des flammes, et les plasmas industriels, les décharges électriques, les arcs comme dans les disjoncteurs à haute tension, ou les torches, d'autres types de décharges comme dans les lampes à gaz, les décharges micro-ondes ou les générateurs de rayons X, les plasmas de traitement pour dépôt, gravure, modification de surface ou dopage par implantation ionique, dans certains types de téléviseurs, la propulsion par plasma, la fusion nucléaire, etc. etc. Bon, tout ça c'est bien beau, seulement on a quand même un problème, parce que si le plasma est accepté, ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'âme. Parce que l'âme, les scientifiques, ils considèrent ça comme appartenant à l'au-delà, ça n'a pas de consistance au niveau scientifique. Eh bien, là aussi, on va contourner la question, puisque ça c'est admis, et on va parler, au lieu du mot âme, on va utiliser le mot conscience, qui lui est tout à fait admis en physique, et aussi en physique quantique à cause de l'effet observateur. Ici aussi, j'avais un documentaire de Philippe Guillemot qui expliquait que la conscience était tout à fait admise en physique. Malheureusement, bon, je n'ai pas le fichier, je ne sais pas si on sait le caster, ni si c'est vraiment très opportun, parce qu'il faut quand même plusieurs minutes pour arriver au passage. On va s'en donner la peine pour vous apporter satisfaction, mais on va s'en limiter au passage vraiment important. Dans le même temps, en physique émerge un nouveau paradigme dans lequel, donc paradigme, vision du monde, hein, disons pour faire simple. Et donc là, pour l'instant, je vous ai parlé de choses qui sont tout à fait physiquement reconnues. C'est tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. C'est reconnu par la physique. Voilà, alors ici je remercie tout particulièrement Philippe Guillemot pour avoir donc donné une certaine substance, une réalité physique au terme de conscience, mais également pour avoir évoqué le terme d'ensemble, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans cet exposé, et je rappelle à ce niveau-là que donc le modèle de l'information pragmatique de Walter von Lucadou se base justement sur la théorie des ensembles. On parle donc de conscience, d'ensemble, mais on parle également d'information. Voilà. Un psychoplasme, c'est donc une sorte de mélange étroit entre la conscience humaine et le plasma, donc la matière, mais dans un état particulier, avec des propriétés particulières. Mais comment est-ce que ça se passe pour créer un poltergeist, même dans ces conditions? Parce qu'en fait, oui, on sort des beaux mots, des mots savants, des possibilités, des configurations et tout ça, mais on n'a toujours pas le mécanisme qui régit le phénomène. On n'a toujours pas, en tout cas, la puissance pour l'énergie. Le déclencheur, quoi. On n'a pas le déclencheur en quelque sorte, ou le détonateur si on veut.